Bonjour à tous. Dans cet épisode de ce qui va s'appeler donc Parlons Dev, cher Baptiste. Un nom très explicite et bien français, comme on voulait. Au vu de ce podcast francophone axé sur la tech, donc le nom ne ment pas, on va bien parler de dev aujourd'hui, mais sur deux sujets différents. Donc avant, je suis toujours Paul Rastoin, développeur web, en tout cas Mhm. pour le moment. Euh, du JavaScript, tout ça, quoi. Et donc Oui. Baptiste, bonjour Baptiste. Oui, aujourd'hui, tu es encore une fois bien entouré par Baptiste de Bien Vessier, sûr, bien développeur web accompagné. en freelance, et je crois que nous avons à peu près les mêmes appétences concernant les technos. Ouais, il y a de grandes Voilà. chances. Sinon, on n'en serait pas là, je pense. Oh, quoique, d'avoir des avis divergents. Un jour, peut-être, on aura quelqu'un qui viendra nous parler de PHP avec passion. Peut-être toi prochainement, d'ailleurs. Mais, Mhm. C'est vrai donc... que je lorgne un peu sur cette techno Ah non, avec laquelle j'ai commencé le développement web, mais je l'ai un peu délaissé pour le JavaScript. Peut-être que j'y sans, retournerai un jour. sans vouloir cracher sur le PHP, pas du tout, hein. C'est des très bonnes technologies, c'est juste pas des choses qu'on pratique. Et Oui, on a peur de ce qu'on ne connaît c'est pas. Comme tout le ah, monde. des très bonnes technos quand c'est les autres qui les utilisent. Voilà, c'est ça. Bon, enfin bref. Ne faisons pas de bashing. Là n'est pas du tout l'objectif, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de deux sujets principaux. Le premier étant testing JavaScript, plus ou moins l'écosystème de test au sein de ce même écosystème qu'est le JavaScript. Et ça peut se résulter en plusieurs formes, donc des serveurs Node.js ou peu importe un JSDOM, enfin un JSDOM, peu importe le contexte d'exécution. Et un deuxième sujet que je te laisse présenter, Baptiste. Depuis quelques semaines, je me suis remis à la création de vidéos sur YouTube. J'avais commencé il y a de ça 2 ans bientôt. Bon, c'était vraiment très, très rude comme setup. Mais là, j'ai essayé de step up et j'essaierai de décrire un peu pourquoi, comment je fais ça. Et voilà. Carrément, trop bien. Trop bien, trop bien. Et bah écoute, je te propose de commencer déjà sur le sujet au niveau du testing. Donc on va Bien vraiment sûr. parler de testing, bon, JavaScript, mais si on prend ça de manière plus haut niveau, on va parler de méthodes de testing qui peuvent s'appliquer plus ou moins, j'imagine, à d'autres systèmes d'exécution, d'autres langages et d'autres paradigmes, on va dire. Personnellement, je crois que on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, ça fait, je pense, il y a plusieurs années maintenant, mais tu m'avais envoyé lorsqu'on travaillait sur un projet en commun durant nos études, testingjavascript.com de Kent Doddsy, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Ken Dodds. Kent C. Dodds, pardon. Respect sur son nom. Et bref, c'est Oui. c'est le papier qui va, comment dire, à guider plus ou moins, en tout cas personnellement, l'évolution de ma vision du testing. C'est plus ou moins ce vers quoi je tends. Donc, qu'est-ce que, sans vouloir résumer ce document, cet article, peu importe comment on l'appelle, en très peu de temps, il présente plus ou moins quatre, on va dire plutôt trois méthodes de testing, donc qui sont mondialement connues, mais dont chacun a sa propre définition. En tout cas, à chaque fois que je commence à parler de ce genre de sujet avec quelqu'un, il y a toujours une incompréhension en disant mais en fait on parle de la même chose mais on l'appelle pas pareil, ou on parle pas de la même... Enfin bref, il y a toujours des quiproquos. Donc on parlera de tests unitaires, de tests d'intégration et de tests end-to-end. À noter aussi que Kenzie Dodds parle de static test, où il considère que TypeScript, par son typage fort et un compilateur par exemple, permet de tester des typos, des problèmes de type, avant même d'arriver à un problème au runtime, quoi. C'est une certaine forme de test. Je- Il parle aussi de S-Lint qui permet Oui, pareil, enfin, également de, je crois que de limiter les problèmes. Ouais. c'est ce qui rend, Et en tout cas. tu parles du testing trophy, c'est ça, le Ouais, 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 trophée c'est des ça, c'est tests. Ouais. ça. C'est le premier truc qu'on voit quand on va sur son site. C'est d'ailleurs Yes. testingjavascript.com, je crois que j'ai déjà dit, mais on sait jamais, vaut mieux le répéter, on ne le dira jamais assez. Et Euh, comme c'est un cours en ligne payant, tu en fais sa pub. voilà, je C'est touche très une bien. commission qui est du même taux que l'inflation. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, mais après, c'est pour moi une très bonne porte d'entrée au monde du testing, sans forcément prendre les cours. J'ai jamais payé ces cours, par exemple. C'est juste des méthodologies que tu peux appliquer sur différents projets. Mais donc, Tu n'aurais peut-être pas dû dire ça parce que justement, on a essayé de lui proposer de venir dans notre épisode.
avec un traducteur français, mais là, si tu lui dis clairement que tu prends pas ses cours, je Tu suis pas vas, sûr tu vas qu'il y nous en aura. bricoler un truc avec ChatGPT qui nous permettra de sous-titrer ce qu'il dit en temps réel et on pourra chercher dans son discours aussi. Ouais, on va créer une IA Kenzie Dodds pour Ouais. répondre à tes L'IA questions sur le Kenzie Dot, testing c'est web. pas mal ça. C'est le futur, ça. On va appeler OpenAI. Enfin. Mais donc pour entamer cette discussion, je pense que enfin c'est de nouveau, c'est un sujet qui est très dense. Il y a plein de choses, plein de sujets super intéressants. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Mais si on s'arrête vraiment sur qu'est-ce qu'un test unitaire, qu'est-ce qu'un test d'intégration et qu'est-ce qu'un test end-to-end, in my opinion, de nouveau, hein, ça n'engage que moi. Un test unitaire, ça va être quelque chose qui va vraiment tester un élément, une fonction, même peut-être un component à la limite, ok, et son bon fonctionnement dans son propre scope. Un test d'intégration, c'est quelque chose qui va intégrer plusieurs éléments. Si on reste toujours sur un client web, on va parler d'un montage de plusieurs components, ou même de l'affichage d'un site complet avec un routeur, etc., qui permettra de faire plein d'assertions plus encore fonctionnelles et qu'on va appeler plus user-oriented, donc qui va relater plus de l'expérience utilisateur. Et enfin, le test end-to-end, bah là, on est vraiment sur un browser en général qui sera monté et qui va interagir avec un site web tel qu'un user le verrait, et qui va en principe taper sûrement d'autres services, plus ou moins montés, ça c'est encore d'autres paradigmes, mais d'autres sujets, à savoir quel est le niveau de granularité de contrôle que tu veux sur les services externes que tu contrôles et que tu peux contrôler dans ton écosystème de test. En règle générale, la trinité classique, ou plutôt, enfin il y en aura plutôt deux on va dire, c'est un client qui va taper ton propre serveur, et à savoir qu'est-ce que tu veux contrôler sur ce serveur. Est-ce que tu veux moquer entièrement l'authentication avec une route unique spécifique dans ton test end-to-end? Est-ce que tu veux un user account? Ou il y a plein de questionnements et c'est des choses qui sont vraiment complexes et très 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 subjectives à l'application sur laquelle tu travailles. Par exemple, dans des gros groupes, l'authentication, tu vas pas pouvoir demander, enfin sauf s'il y a des choses qui sont déjà mises en place pour ce genre de trucs, mais sinon ça va être difficile de bypasser ce genre de choses, ou même de demander à un serveur que tu contrôles pas d'ajouter une route de test, parce qu'en termes de sécurité déjà, je sais pas si je préconiserais ça encore de nouveau, mais enfin voilà. Je sais pas quelle est Et ta relation. quand tu parles de sécurité pour cette route Ouais. d'authentification, c'est tu parles d'avoir une route dans ton back-end qui tourne en prod qui te permette Non, 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 pas d'authentifier. en Tu parles prod. de Non. quoi? Imaginons que dans un contexte de test end-to-end, tu viens de manière très contrôlée et contrôlable, c'est pas du tout un serveur exposé, peu importe, c'est vraiment, imaginons sur ta VM Linux dans une CI/CD, tu viens démarrer ton site et tu viens démarrer une instance de ton serveur avec des seeders prédéfinis pour tester une architecture, enfin, un workflow précis, peu importe, je sais pas si tu veux. Si tu as un wizard form storé en base et que tu veux le redémarrer à un certain endroit, peu importe, ou même le faire depuis le début. Mais imaginons que du coup, là le cœur métier que tu veux tester, c'est pas du tout l'authentication, quoi. Ou alors, par exemple, tu veux pas avoir à créer un nouveau compte à chaque fois, ou juste que l'user soit directement authentifié. Bah, tu as plusieurs possibilités. Soit tu crées des routes. Enfin, ça, en vrai, c'est ce qu'on avait fait par exemple sur le Music Room. On crée une route qui ne renaît que dans les tests. C'est-à-dire que c'est du code, en réalité, du code, dead code spécifique au test. Et rétrospectivement, c'est pas quelque chose que je referai. Euh, Parce que c'est. Ne serait-ce que le potentiel que ce truc-là soit déployé en prod, je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait préconiser. Peut-être chercher à faire d'autres bypass ou vraiment de nouveau un user account. Vraiment un truc connu où t'as pas besoin de vérifier l'email, etc. Ça c'est une méthode qui peut être qui peut être mise en place avec des seeders. Après c'est pas quelque chose que j'ai eu à retravailler récemment. Jusqu'ici en tout D'accord. cas, comment je bypass l'authentication sur la plupart de mes projets actuellement, et ça ne s'applique actuellement qu'à ces projets-là parce que c'est leur méthode d'authentication. J'écoute les différentes routes qui sont tapées par les différents services que tu intègres, c'est pas des trucs que toi-même tu fais, c'est des widgets, des components d'orga, et tu viens moquer les routes qui te permettent de récupérer tes différents credentials avec des données statiques. Et toi, après, dans ton propre mock API, tu t'en fous de si ton user est authentifié ou pas, tu renvoies que de la donnée moquée, donc il n'y a pas de problème de test. Mais dans le cas où vraiment tu viens monter une instance de ton serveur que toi-même tu développes, je sais pas comment je ferais d'ailleurs actuellement. Je pense que je ferais un user account avec un seeders prédéfini. Ouais, je sais pas, c'est pas une complexité sur laquelle j'ai eu à me heurter récemment. Mais Je crois que c'est un sujet assez compliqué et qu'il n'y a pas forcément non, il n'y a pas de de meilleure vérité manière à vraie. faire. Tout à J'ai fait. entendu pas mal de personnes parler de ça et ça a l'air d'être un problème assez récurrent. Mm. Bah, c'est Un problème récurrent parmi tous ceux qui ont
qu'on connaît sur le testing. Oui, oui, bon, enfin, il y en a tout le temps, et en fait, tout dépend de ton business fonctionnel aussi. C'est toujours, par exemple, si tu fais de la vidéo, si tu fais du streaming, si tu fais des trucs comme ça, c'est des trucs, à mon avis, dans du testing, ça peut être assez coriace à tester, un vidéo player, etc. On sort vraiment de l'écosystème JavaScript, j'imagine, dans ce genre de cas, où je sais pas si tu viendras tester ton vidéo player dans un test end-to-end comme ça. Enfin, j'avoue, c'est des questions. Faudrait vous demander à Twitch, ce genre de choses, comment ils font. Faudra s'enseigner. C'est vrai. Et Et ce que t'as pas dit aux auditeurs, c'est que tu travailles chez Twitch, que t'as juste pas le droit d'en parler. bien sûr. Et Non, c'est pas comme la DGSE tout de même. J'imagine que Twitch sont plus flex que ça. Tu n'as pas à mentir sur ta position. D'ailleurs, à oui, ils ont fait un Paris. display flex. De quoi? Un display Ils ont flex? fait un display flex, oui. Je sais que tu préfères les grids, mais bon. Ah, écoute, il y a un certain fossé entre les deux. On l'appelle le gap. Mais je sais pas. X ou Y? Ah. Bon, qui n'aiment pas le CSS, je suis désolé pour vous. Ou alors non, au contraire, vous avez bien raison. Enfin bref, c'est encore d'autres sujets. Mais du coup, on a parlé de test end-to-end. Je sais pas si toi, en tant que freelancer, c'est des choses que tu viens, ou que tu as eu à maintenir, ou que tu as eu à développer ou à mettre en place. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu viendrais plébisciter lorsque tu viendrais onboarder un projet. Et est-ce que c'est quelque chose qui assurerait la qualité du bon fonctionnement selon toi de ce que tu implémentes? Oh, je pense que ça dépend vraiment du projet sur lequel tu travailles. Mhm. C'est sûr que faire des tests, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne chose. La, la question derrière, c'est comment tu maintiens tes tests et est-ce que t'as pas écrit des tests pour 1 ou 2 mois plus tard juste les désactiver parce qu'ils marchent plus, parce que tu dois push une fonctionnalité urgente en prod Ouais. et que bah, les tests passent après, ils passent après tes utilisateurs. Sauf que en conséquence, tes utilisateurs peuvent aussi euh, pâtir de cette situation si tu pushes un fixe Mhm. qui effectivement résout un problème identifié, mais que ce fixe engendre des autres bugs en cascade. C'est Ouais. effectivement difficile de savoir quoi faire dans toutes les situations, quoi. Il y a pas de, il y a, à mon avis, il n'y a pas de manuel. Ça dépend de toutes les boîtes, ça dépend Mhm. aussi des gens avec qui tu travailles. Parce que Ouais. si tu es le seul à savoir faire des tests, à les maintenir, ça sert à rien. À mon avis, une connaissance qui doit être partagée par Ah l'équipe. oui, tout à fait. Mais après, de ce que j'ai même compris, il existe des développeurs 100% testing ou qui viennent gérer ce genre de cas-là, mais je sais pas si c'est une bonne chose de. Tout comme n'importe quelle en réalité fonctionnalité. Moi, j'ai un peu du mal avec l'idée d'un développeur spécifique front, par exemple. J'aime bien me dire qu'un développeur va comprendre ce qui se passe dans ce qu'il vient taper ou même les implémenter. C'est un peu la même chose avec les tests, c'est-à-dire de savoir tout gérer du développement à la CI/CD, au déploiement, tout comment ça se passe. Je trouve, d'être versatile et polyvalent, c'est super important. Mais dans tes clients, Ouais. est-ce qu'on t'a déjà Euh, demandé ce genre de choses, quoi, de faire des tests oui, effectivement, on m'a déjà demandé de travailler sur des tests dans le navigateur, des tests aussi pour des applications natives. Mais c'est toujours des sujets un peu compliqués parce que derrière, faire des tests, c'est bien. Mais comme tu l'as dit, tester certaines choses, c'est compliqué. Bon, j'ai pas travaillé sur du streaming, mais je suppose que c'est compliqué. Donc, c'est un sujet assez délicat, quoi. et comme Mais tu dis, les tests en règle générale d'ailleurs sont difficiles à marketer, en tout cas je trouve. Ne serait-ce que parfois au sein d'une équipe qui n'a pas eu l'habitude ou qui n'est pas oui, c'est une vraiment, qui n'a pas culture voilà, qui n'a pas l'appétence à sur tester du ça, test. voilà, et qui font un peu des choses, enfin différemment, on va dire, À des workflows que l'arrache. moi. Non, non, je sais pas si on peut parler de faire à l'arrache, mais il y a des gens qui vont préférer faire des tests unitaires, qui ne vont tester que le state de ton component et ne jamais faire de query dans un JS DOM et ce genre de choses, ce que je peux parfois comprendre. Mais c'est vrai que ça va être assez loin de mes vocations, on va dire, je trouve. Parce De ta que, religion, voilà, tout à fait. de ton dogme. De mon agnocisme. Oh, je sais plus comment ça se dit. Enfin bref, j'aime bien dire le mot agnostique dès que je parle informatique. Mais aussi, les tests end-to-end, c'est difficilement maintenable. Mais aussi, je sais pas quel impact peut avoir un test end-to-end failure, enfin un test end-to-end qui fail pour un production flow. À savoir,
Moi, personnellement, je me vois pas runner mes tests end-to-end d'un site, disons, gigantesque avec plusieurs centaines, voire un millier de tests. À chaque fois que quelqu'un vient faire un merge sur la default branch de mon repo, ne serait-ce qu'en termes de coût, mais ne serait-ce qu'en termes de temps aussi, parce que avant de redéployer la dev ou peu importe ce genre de choses, c'est compliqué. Mais Ouais. parce que les false positifs sont quelque chose de très concret dans les tests end-to-end, ça dépend vraiment de la granularité du contrôle que tu as dans ton test end-to-end et de la capacité à mettre en place un black box testing, c'est-à-dire un contexte d'exécution neutre et reproductible entre chacun de tes tests. Après, peut-être pas entre chacun de tes tests, mais en tout cas, si maintenant je run mes tests end-to-end, est-ce que dans 10 minutes, si je les run, ils auront le même contexte d'exécution? Est-ce qu'il n'y aura pas une corruption d'une base que je contrôle pas ou que j'ai pas moqué? Enfin, pas vraiment moqué, mais en tout cas que je monte pas dans mon contexte d'exécution. C'est parce que c'est quelque chose que je contrôle pas, qui est d'une autre équipe, etc. Dont j'ai pas accès au code source. Tout ça, c'est des questionnements sur des grandes orgas, à mon avis, qui se posent beaucoup. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'est le cas. C'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller sur ce genre de choses, mais aussi c'est très difficile de plébisciter les tests end-to-end en termes de coût développeur et en termes de coût temps à des équipes qui sont vraiment pas techniques. Imaginons des managers, des analystes ou peu importe, de dire bah, finalement cette tâche elle coûte tant à développer, mais elle coûte autant à tester. Et bah ça c'est très difficile. C'est même quasiment impossible quand de base, depuis je sais pas X années, les choses sont faites avec un tel coût, mais maintenant ça va changer, etc. Mais à savoir que ce coût en surplus, c'est des économies de développement de bugs, enfin de maintenance de bugs et de downtime potentiel. Je dis pas que les tests end-to-end font en sorte que bah, tu as 100% de ta production qui est toujours stable, c'est pas le cas. Et sinon, enfin je veux dire, tout le monde ferait des tests end-to-end sinon. Mais ça peut pas couvrir 100% des use cases quoi. Et un avantage des tests end-to-end, c'est que ça réduit le nombre de burn-out dans tes entreprises. En cas de De gros, de gros de gros dysfonctionnements, turnover. ça. Mais tu vois, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi personnellement, en tant que newcomers ou newjoners, peu importe, en tant que nouvel arrivant dans une équipe, la quasiment première chose que je vais faire, c'est regarder les tests, s'il y a des tests end-to-end, voir les runs pour comprendre un peu le langage métier, enfin le business fonctionnel du site sur lequel je travaille ou peu importe. Même d'ailleurs, si je suis pas vraiment new joiner, peu importe, quand tu clones un repo dont tu ne connais rien, bon bah tu vas faire les trucs classiques, tu regardes bah, la différente stack technique, etc. Tu fouilles dans le package JSON, mais moi j'ai quand même instinctivement, je vais aller fouiller dans les tests, voir qu'est-ce qui est attendu du site, quel est le cœur métier de ce site, quels sont vraiment les trucs qui sont extrêmement testés et qu'il faut absolument pas casser, et sur le regard que j'aurai sur ce site, à savoir, je veux pas amener de régression sur cette fonctionnalité-là, parce que c'est vraiment déjà, bah, tout court, tu veux pas amener de régression, mais c'est une certaine forme de rigueur. Et à savoir aussi, personnellement, je fais des tests pour les utilisateurs, on est d'accord, mais surtout aussi pour moi. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, j'arrive sur un nouveau projet qui est extrêmement bien testé, je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée de modifier des choses qu'un projet qui ne l'est pas. D'ailleurs, c'est pareil pour un projet qui est bien typé. Hein. Ça s'arrête pas qu'au test, hein, en parlant de TypeScript. Mais C'est sûr. je trouve que ça donne un très très bon dossier ou peu importe, un bon health check d'une application que d'avoir des tests. Après, ça peut être des faux positifs et ça peut être biaisé, mais c'est en tout cas mon avis là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que c'est instinctif pour toi d'aller checker des tests dans un projet ou pas? Tu parles, puisque la question se pose à mon sens, tu parles d'un projet applicatif ou d'une librairie, par exemple, que tu aurais trouvé sur GitHub? Ah, c'est un sujet intéressant ça aussi. Bah les deux. Petite note d'ailleurs, dans dernier, Hmm, notre épisode précédent, nous avons parlé de comment release une librairie sur GitHub yes, et comment assurer la sécurité de son projet avec le Dependabot. yes. Ça fait un peu référence à ça, parce qu'effectivement, les tests sont tout aussi importants, à mon sens, sinon plus, pour une librairie que pour un produit applicatif. Utiliser une librairie qui n'a pas de test, je suis pas certain que ce soit Ce n'est pas une bonne quelque idée. chose que tout le monde veuille faire, voilà, instinctivement, quoi. Ouais. Non, je suis totalement d'accord avec toi, d'autant plus que ça dépend de la lib, on est d'accord. Mais en règle générale, je pense qu'on peut émettre cette généralité. Le contexte d'exécution d'une librairie est beaucoup plus contrôlable et reproductible qu'un site qui va être monté dans un browser. Je sais pas, ça dépend de la lib que tu consommes, mais Euh, imaginons. Va dire ça, une librairie qui peut tourner dans Oui, le on est navigateur, dans d'accord. Node, dans Non, Bun, oui, dans Deno, je suis d'accord. C'est pas ça. avec de l'ESM ou du CJS, Non, non, ça va leur faire plaisir, hein. c'est pas. Je voulais pas dire ça dans ce sens-là,
Mais Mhm. imaginons que tu consommes, je sais pas, que ça soit Zod ou d'autres librairies qui soient des tools dev. Je te parle pas d'un framework. Parce que on est d'accord, enfin, personnellement, je vais pas venir faire le choix entre Vue.js, React et peu importe d'autres frameworks clients en allant me dire ok je vais regarder le coverage de chacun de ces frameworks là ou de cette lib s'il y en a qui veulent parler de React. Voilà, mais je sais pas si tu voulais si tu voulais en venir là, mais tout comme il est pour moi primordial de fortement typer une librairie si elle est possiblement typable ou si même de base elle est faite en TypeScript. Sans vouloir dire que c'est plus simple de faire une lib que de faire un site, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que le contrôle que tu peux avoir sur les outils que tu mets à disposition de tes users est, je trouve, plus prédictible que sur un site applicatif où tu sais pas trop ce qui se passe. Et c'est la raison qui justifie pour moi le fait qu'une librairie doit forcément être testée à Oui, fond. tout à Alors fait. que, dans, à mon sens, c'est peut-être moins vrai pour un site, pour un produit, pour une application. Je Ouais. pense qu'une librairie doit être testée beaucoup plus férocement qu'une application, parce que l'application, encore une fois, va y avoir des questions de coût, des questions de ressources humaines, et même de formation interne aux équipes, pour savoir quel test faire. Parce Mm. que c'est bien le testing trophy, tout ça, savoir quels sont les tests qui sont possibles de faire, mais derrière, il faut savoir précisément ce qu'on teste dans son cas, et encore une fois, comme toujours, faire des choix, savoir quoi tester. Et tu as notamment parlé tout à l'heure du nombre de tests end-to-end. Je pense que c'est important. Enfin, tu disais, si tu as 1000 tests end-to-end, t'as pas envie qu'ils soient run à chaque fois que tu viens faire un merge sur master. Je pense qu'il est important de mentionner si tu travailles dans une grosse boîte ou dans une petite boîte. C'est-à-dire qu'avoir 1000 tests end-to-end pour une petite application, là, clairement, je pense Non, qu'il y a on est un petit d'accord. problème. Non, non, on est d'accord. Et d'ailleurs, je parlais pas tant de test end-to-end, mais plutôt d'une combinaison de tests unitaires. Enfin, c'était un chiffre à la volée en réalité, hein. Mais Oui. oui, oui, on est bien d'accord. Et par rapport au test end-to-end, je vois souvent sur Twitter des avis très divergents qui changent même selon l'époque de l'année, quoi. Ça évolue avec le temps. Un coup, je vois que tout le monde dit qu'il faut faire des tests end-to-end. Un coup, je vois que les tests end-to-end ont un peu plus trop Perdu la là, ouais, cote. ouais. Ouais. Mais donc, mon avis là-dessus, c'est que sur un test, sur un petit projet, une petite application, les tests end-to-end sont requis pour tester vraiment les choses critiques de l'application. Je sais Je suis pas, par d'accord. exemple, le paiement. Moi, je vais Ah ouais. m'assurer que les utilisateurs de mon application puissent payer. Encore une fois, je dis pas que que ça va être simple de tester ça, mais je pense qu'il faut vraiment tester les 4 ou 5 vraies choses primordiales de l'application pour s'assurer que ça marche. Après, le reste, je sais pas, s'il y a un petit problème de style dans mon truc, c'est Non, l'Asie. le test end-to-end, il est pas là pour tester le style de ton browser. Enfin, en tout cas, pas en mon sens. Ah, Euh, ça, tu peux le faire aussi. Tu peux faire oui. du diffing sur des captures d'écran faites par ton outil Playwright ou autre. Hmm. C'est aussi des choses que des grosses boîtes peuvent vouloir faire. Ouais, mais Enfin, là, je sais pas, je suis d'accord. je sais pas, chez Stripe, à mon avis, ils ont ce genre de truc où ils s'assurent que, par exemple, le dashboard a la même tronche Ouais. tous les jours, Et la quoi. Ce genre de responsiveness choses. aussi, j'imagine. Dans ce genre Oui, de même cas. tronche et que Ouais, t'introduises pas un bug que sur mobile, des choses comme ça. ouais, ouais. Mais Sur des cœurs métiers exactement comme ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, le transactionnel n'est pas que couvert, à mon sens, par des tests end-to-end, hein. Le transactionnel, de bout en bout, que ce soit que jusqu'à ce que le client ait rempli son formulaire, qu'il soit envoyé à notre API, qui consomme un service externe, etc. Ça va être couvert par des tests, bon, allez, ok, unitaires, mais aussi d'intégration dans les différents services concernés, à savoir, bah, j'assure ma bonne fonction qui va être de transmettre les bonnes informations au bon moment à mon API. Bah, l'API, pareil, elle va vérifier que bah, elle reçoive les bonnes informations au bon moment et qu'elle les transmette au bon moment aux différents services externes. Voilà, je dis pas qu'il faut ce tester le que ça service veut externe. dire, c'est que tu vas tester ça séparément dans chaque composant. Par composant, j'entends le front-end, le back-end et Oui, mais en possiblement plus d'autres d'un test services. end-to-end. Le test end-to-end, donc bout à bout, va Tout à fait. tester l'ensemble, mais sans forcément venir checker chaque partie individuellement. Il teste, par exemple, je clique sur le bouton, sauf que derrière, ça fait, je sais pas, 5 appels API, Mhm. ça fait 20 requêtes sur ma base de données SQL. Sauf que dans ton test end-to-end, tu testes pas ça. Dans ton test end-to-end, tu testes juste que, en cliquant sur le bouton, telle action se produit bien pour l'utilisateur. Tout à C'est fait. bien ça. Oui, oui, carrément. Mais je voulais dire tu parlais de transactionnel, de paiement. En règle générale, tu vas pas
tout cas instinctivement et personnellement, je n'irais pas assurer le bon fonctionnement, en tout cas, de la cohérence client juste par un test end-to-end. Même si je... Euh, Enfin, je veux dire... Bah, si tu appelles un service externe comme Stripe, comme Lemon Squeezy ou autre, je pense que le seul moyen, c'est de se lancer dans un environnement test. Tu lances un browser, tu regardes si tu peux payer avec pas forcément ta vraie carte bancaire. Tu lances dans Oui, l'environnement d'accord. de test. Et Oui, d'accord. voilà, quand tu intègres des services externes, tu es à un moment, à mon sens, obligé, de, si c'est vraiment important, je vais pas forcément tester Hmm. tous mes services externes. Je vais par exemple tester mon service d'analytics. J'utilise Plausible, service d'analytics Mhm. open source et Big up. qui respecte le RGPD. Mais je vais pas forcément tester ça. Mais par exemple, si je viens avoir de enfin, pardon, du paiement dans mon application, je pense que je voudrais lancer avec Playwright un navigateur qui va venir tester que le flow, voilà, On marche bien est, pour le paiement. on est tout à fait Mais d'accord. ça, c'est Mais parce que j'ai un service externe. Mais la question se pose aussi pour voilà, si tu contrôles pas forcément tout au code, si tu utilises des services externes, je sais pas comme Azura qui te permet d'avoir une base de données hmm, qui tourne sur du SQL avec en plus une interface GraphQL pour directement query ta base de données. La question se pose encore plus. Je sais pas si ça te concerne précisément parce non, pas que du tout. c'est Mais pas vraiment le genre de choses que tu vas utiliser dans ton job, mais si tu utilises des services externes, je pense que tu vas être plus enclin à te baser sur des tests end-to-end que des tests d'intégration. et même, je suis pas sûr que tu n'aies envie de débloquer le test end-to-end que lorsque tu consommes des services externes. Ah, bah ça Euh, c'est un autre sujet. Mais si on parle précisément du fait de consommer des services externes, euh, je dis pas qu'il faut avoir 50 tests end-to-end pour tester ça, mais je pense qu'il faut au moins en avoir quelques-uns pour tester que le service externe marche ouais. bien dans ton Et cas qu'il soit bien et que intégré dans les ton choses se application, passent c'est bien. sûr. Je C'est suis ça. bien d'accord là-dessus. Mais ce genre de test end-to-end là est à prendre quand même avec un peu de recul, à savoir si mon test fail, il peut être lié à une instabilité du service externe que je consomme. C'est Et vrai. c'est ça à prendre en considération, pardon. Mais je pense qu'un test d'intégration sur lequel est moqué le service externe que je consomme et je vérifie fortement ce que j'envoie à mon service externe, c'est-à-dire je vérifie que, je sais pas, imaginons les valeurs raw de ton formulaire, et ben tu as un mapping qui soit fait par-dessus, je vérifie que bah, j'ai bien trim, j'ai bien vérifié la cohérence et la consistance de mes données avant de les transmettre à mon service externe. Je trouve aussi que c'est quelque chose d'important à faire et qui ne passe pas par un test end-to-end qui est lui est spécifique user experience. Même si d'ailleurs dans un test d'intégration, et j'insiste là-dessus, tu peux avoir des choses qui sont vraiment user-oriented en faisant des queries dans un JS DOM. Et d'ailleurs, à quelque chose près, de nouveau c'est pas le cas, c'est pas 100% vrai, mais l'écriture d'un test end-to-end testing library, qu'il soit un test end-to-end ou d'intégration, parfois ça peut être un peu tu sais pas vraiment où est-ce qu'il va run. Enfin, je veux dire, si je te montre un test sans que je te donne des indices obvious du style Cypress ou Playwright, encore Cypress, ça peut ne pas l'être avec les component testing, mais tu sauras pas Il y me a la dire même si chose sur c'est. Playwright d'ailleurs. C'est vrai, c'est sorti maintenant. Ouais, la dernière fois que j'ai vu, c'était un peu nouveau. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que maintenant, avec les mêmes outils, on peut faire à la fois des Ouais, tests end-to-end et des tests d'intégration. ouais c'est top. Et le problème qu'il y avait avec les tests d'intégration, c'est que ça tournait dans un environnement moqué et complètement différent de ce qui se passe dans la vraie vie. JSDOM, Hmm. en l'occurrence, il y a d'autres choses qui font pareil. Et quel est l'intérêt de faire tourner ces tests avec pour objectif de tester un peu ce que voit l'utilisateur, si derrière c'est un environnement moqué enfin, qui moque tout, quoi. Et c'est pour ça que les component testing, je crois que ça s'appelle comme ça, de De Playwright et de Cypress, Playwright, sont, je suis pas au courant. C'est cool, c'est ils cool ont, s'ils ils ont ont fait ça. apporté cette fonctionnalité pour faire avec les mêmes API des tests, mais plus focus sur des composants que sur une page entière. Donc tout comme Voilà. component testing de Cypress, ça va t'ouvrir un navigateur dans lequel tu mets ton test d'intégration. C'est censé faire la même chose, effectivement. Très bien. C'est un peu la guéguerre entre Cypress et Playwright, Oui, donc c'est faut toujours qu'ils pareil. Bah, fassent un c'était quand feature même par le gros équipe un peu. avantage de Cypress jusqu'ici, c'était de pouvoir faire ça. Enfin, en tout cas, de mon côté, de mon point de vue. D'accord. Et il me semble qu'il existe un wrapper testing library pour Playwright, non? Oui, effectivement, je crois que Ouais. tu peux utiliser les mêmes fonctions qui te permettent de sélectionner des targets des nœuds avec effectivement les fonctions Ouais, de testing library qui, il existe quelque ouais, chose.
Playwright Testing Library. Yes. Pas très populaire. Ça par permet contre. d'utiliser les fonctions de testing library qui sont plus focalisées sur l'accessibilité. Par Ouais. exemple, target un bouton par son nom plutôt que par c'est un bouton. Ou son rôle Il se faut d'ailleurs, que... ses différents attributs. C'est ça, oui. D'ailleurs, c'est vrai que Absolument. d'ailleurs récemment, je sais plus comment, RG2A, je crois, les différentes normes d'accessibilité qui deviennent obligatoires en Aria? France. Non, non, je Ah, parle vraiment non, je du. connais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. Toc toc. C'est ça. Un référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. D'accord. C'est en gros plus ou moins un audit manuel. Hmm. L'accessibilité est très difficile à tester, c'est quelque chose d'assez palpable. Que tu fais sur ton propre site pour lui donner une note. Et il existe pas mal enfin, on a cherché des tools de testing qui permettaient de vérifier des choses basiques, genre, je sais pas, plus ou moins comme une règle S-Lint. Enfin, d'ailleurs, tu vois, on a essayé de chercher pas mal Mhm. de funnels. Soit tu mets des règles S-Lint sur toutes tes balises HTML pour qu'elles aient. Soit tu explicites le fait que bah, y en a pas, c'est normal, mais sinon, bah, que t'aies, je sais pas, un alt sur tes images, je dis de la merde. Hein. Quoique si, c'est important. Hein. Yes. Ce genre de Bah, par règles-là. exemple, Svelte, dès que tu utilises, vient par défaut avec ce genre de check. D'accord. Peut-être que je dis des bêtises et que c'est plutôt Svelte Kit que Svelte. Mais effectivement, dès que tu utilises un projet Svelte, Mhm. tu as ces checks qui sont faits automatiquement. Mais derrière, comme tu l'as dit, c'est des checks basiques, quoi. Ça regarde si tes images ont un texte alternatif ou C'est quoi. vrai. Ça check pas tout. Par exemple, est-ce que ça va pas garantir que ton site fonctionne bien quand tu appuies sur Tab, quoi. Que tu Ouais, ouais, puisses. ouais. La tabulation, tout C'est, ça. C'est des sujets qui sont assez denses et qui, à mon avis, vont quand même assez évoluer au vu des réglementations qui la sont mises en place, en réglementation, tout cas ouais. en France. Ouais. C'est des sujets, à mon avis, qui vont arriver, en tout cas fortement d'ici 1 ou 2 ans. Ça arrive déjà, on essaie déjà de faire des choses. Hein. Mais c'est de nouveau tout Ah, comme c'est sûr. plébisciter des tests, plébisciter de l'accessibilité. Alors là, auprès du. D'autant plus que c'est, à mon sens, un domaine très différent du développement et des tests. C'est-à-dire qu'on peut. C'est un domaine d'expertise. Ah oui, L'accessibilité, faut s'y former. oui, Et si tu pars de zéro, c'est compliqué de vraiment tout à fait. savoir et de venir faire l'accessibility advocate dans ta team si toi-même tu découvres le truc, quoi. Ouais, C'est un ouais, peu carrément, compliqué. carrément. Bon, après, Mais il y a c'est des. comme la sécurité, c'est comme les tests, tout ça. Je pense qu'un développeur doit en avoir conscience. Mais Oui. t'en parlais un petit peu au début de notre discussion, le fait un peu d'être généraliste ou spécialiste. Tu disais notamment que pour toi, un développeur qui fait du front doit aussi savoir ce qui se passe un peu côté back. Ouais, mais Donc enfin, je dois pas dire, je suis pas en train de te dire qu'il doit développer back aussi, mais en tout cas, il doit Hmm. avoir conscience de ce qui se passe et de ce qui tourne, plutôt que de juste se dire, bon, bah en fait, ma seule interaction avec l'API, ça va être le Swagger et Yes. du protocole HTTP. C'est un peu savoir. Après, il se passe ce qui se passe côté back, quoi, c'est pas mon problème. Oui, mais bon, bah, ça peut devenir ton problème. Enfin, le truc assez classique, c'est du stockage de données statiques côté front ou de la vérification de données seulement côté front et des règles qui sont pas appliquées côté back. Genre, je te parle par exemple, le fait de trimmer une string, surtout quand c'est le functional ID enfin c'est l'ID quasiment primaire de ton set de données. Bah, c'est peut-être des choses qu'on va nous demander côté front, mais qui sont pas forcément faites côté back, tu vois. Et du coup, tu arrives dans ton client, tu spams ton formulaire, tu mets je sais pas, Toto, c'est ton identifiant ultra connu que tout le monde sait ce que c'est Toto. Bah toi, tu envoies Toto espace, et bah il apparaîtra Toto espace. Sauf que c'est très difficile en tant qu'un user de faire la différence entre un espace et Toto, du coup. Enfin bref. En espace, c'est du padding CSS, ouais. C'est ça, enfin bref. Hmm. Du coup, il faut quand même. Enfin, c'est une certaine forme de rigueur. Je pense je dis pas qu'il faut être expert en tout, mais je pense qu'il faut avoir un peu Mhm. des bases en tout et tu vois, se spécialiser dans le testing, se spécialiser dans l'accessibilité, dans la sécu. Bah, c'est au bon vouloir de chacun et des envies du moment. Hein. Après, je trouve que tu vois, ne pas se positionner en tant qu'advocate accessibilité, mais de dire bah écoutez, je prends en charge ma veille technique et je prends en charge le fait d'améliorer l'accessibilité de nos différents clients en ce moment, sans dire que je suis le grand roi de l'accessibilité, etc. Enfin, moi, c'est pas du tout mon cas. Hein. Bah, je trouve que c'est quelque chose de vachement bien, tu vois. En gros, tu deviendras plus ou moins dans le temps le référent accessibilité ou j'en sais rien. Voilà. Yes, bon, ça c'est une discussion plus sur comment on gère sa carrière, et c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut être Oui, oui, curieux. j'avoue, je. Il faut pas hésiter à tester des choses et voilà, savoir s'il faut être dans sa carrière plutôt généraliste ou spécialiste.
On peut se poser la Ouais, question. c'est Beaucoup vrai, de personnes c'est une bonne question. discutent de ça tous les jours. Je sais Mais pas, on je peut sais aussi se pas. spécialiser en différents domaines. Des domaines soit vraiment très connexes, soit des domaines assez différents. C'est pas. Si tu te spécialises à la fois dans le testing et dans l'accessibilité, ça reste connexe. Oui. Parce que c'est. Hmm, Tu as développé un truc hmm, et tu veux savoir si c'est utilisable par mhm. des utilisateurs ou utilisable par des utilisateurs avec des handicaps. Ou enfin, petite Peu importe mention comme d'ailleurs, hein. quoi l'accessibilité, si tu fais un site bien accessible, ça bénéficie à tout le monde, pas Hmm, juste aux personnes qui sont tout à fait. déficientes visuelles ou autres, quoi. Hmm, hmm. Donc c'est des pratiques pour mieux coder, mais, mais voilà. C'est une très bonne question. On pourra en reparler une prochaine fois si ça te tente. Mais Bien j'avoue, sûr, je sors mon agenda pour planifier ça. Vas-y, sors ton calendrier de freelancer. Mais je sais pas s'il y a enfin, il y a jamais de vérité vraie sur ce genre de questionnement, je pense. Mais en tout cas, ce que je me suis toujours dit personnellement, c'est de faire des choses que j'aimais. Mais c'est vrai que, tu vois, imaginons, tu deviens un spécialiste accessibilité et que sur tous tes futurs jobs, bah, tu vas manger et faire que de l'accessibilité. Je sais pas si au bout d'un moment, ça peut pas être une forme de lassitude. Après, je pense que c'est des choses qui vont évoluer dans le temps et qui évoluent en fonction de chacun des projets, donc ça peut rester Yes. stimulant. À Enfin toi de voilà. voir, tu peux aussi cacher comme quoi t'es expert accessibilité pour juste faire du bac après, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, connaître ces choses, c'est forcément un plus. Et comme personne vraiment les connaît, rien qu'en ayant des bases un peu solides, Hmm. ça permet Ouais, d'être meilleur que tout le monde, quoi, je suis totalement pour les faire d'accord. courtes. Je suis totalement d'accord. Et bah écoute, on a fait un petit tour de. Enfin, un petit tour. Un vraiment petit tour, parce que c'est quand même des sujets vachement denses et sur lesquels on pourrait faire plein de subs. L'épisode des podcasts Ouais, Parlons Dev, non, oui, ou d'autres, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que on a Parlons fait. Test. Parlons test, tiens. Je pense que c'est déjà pris, malheureusement. C'est trop, c'est trop mainstream le testing. Non, je plaisante. Ah, Mais on pourra revenir sur d'autres paradigmes peut-être plus précis une prochaine fois si ça te tente. Pas forcément de test end-to-end. Moi j'ai l'impression qu'on sacralise un peu trop les tests end-to-end. Le principal pour moi étant de faire un test qui a du de sens. s'amuser. Non, oui, bon, enfin ça. Non, pas toujours. Mais de faire des tests qui donnent du sens, quoi. C'est-à-dire si c'est un test qui fait que une ligne ou un pourcentage en plus dans ton coverage global sur ta CI/CD ou sur ton sonar, bon bah c'est pas bien. Si c'est un test qui est chiant pour tout le monde et qui est quasiment instable, bah c'est pas bien non plus. Il faut trouver un juste milieu entre ces deux écoles et réussir à trouver un consensus, surtout au sein d'une équipe, pour pas avoir des gens qui vont développer des fonctionnalités qui cassent des tests end-to-end et des gens qui veulent pas les maintenir, etc. C'est pas une politique, à mon avis, maintenable et viable. Enfin voilà. C'est sûr, savoir trouver un peu une méthode de testing adaptée à son équipe, adaptée aux équipes en place, Ouais. c'est compliqué pour onboard tout le monde, parce que l'objectif c'est qu'il n'y ait pas juste une personne dans l'équipe qui fasse des tests, parce que c'est comme ça que je le conçois. Tester son code, c'est primordial, et il faut que tout le monde pense à le faire. Sauf que pour ça, il faut avoir des outils qui ont été développés pour faciliter le testing, parce que si tu demandes à chaque équipe, je sais pas, en charge d'une application chacune, de venir installer Playwright et Testing Library pour faire des tests sans aucun setup et que c'est elles qui doivent l'inventer, tu vas te retrouver avec autant de setup de testing différents qu'il y a Ouais, d'équipes, ouais. quoi. Ouais, Donc, ouais. à mon avis, il faut une vraie question en amont sur uniformiser ton setup de test et derrière le maintenir. Faut... C'est facile à dire. Personnellement, j'ai jamais travaillé là-dessus. C'est juste une réflexion que je me fais instantanément, mais ça me L'illumination. paraît. Non, mais Non, non, mais t'as euh, raison. j'entendais pas mal de gens discuter de ça. Et c'est un sujet, à mon sens, assez important, quoi. Ah oui, je pense que c'est assez majeur dans le life Mhm. cycle. Enfin, ne serait-ce que dans la CI/CD en réalité. Moi, c'est un peu ça mon cœur de métier. Enfin, mon cœur de métier, pas du tout. Mais c'est mon, Expert mon fer de. CI/CD. Non, pas du tout, vraiment pas. Mais mon fer de lance, je voulais dire. C'est en gros à Mhm. savoir, bah, je veux dire, ne serait-ce que d'avoir un test qui vient monter ton serveur ou qui vient monter ton client, ou ne serait-ce de runner, tu vois, TypeScript dans ta CI/CD, c'est des choses qui amène une certaine forme de rigueur et de confiance dans mon déploiement en cours ou ce genre de choses, quoi. J'aime pas découvrir que ma prod elle est cassée lorsque je l'ai déployée, tu vois. Ouais, j'exagère, hein, ça n'arrive jamais. T'as toujours des déploiements avant. Enfin, ma prod est down parfois, hein. C'est pas ça qui n'arrive jamais, mais que À tu cause de toi, même. bien sûr, à cause de moi. Eh oui. Sinon, c'est à quoi bon.
À quoi bon? Sinon, on sert plus à rien après. Ah bah Enfin non. bref. Écoute, si ça te va, on va passer sur ton sujet à toi. Et on reparlera une prochaine fois. Moi, il y a un sujet, bon, je fais un petit teasing. C'est le fait de moquer des serveurs HTTP avec par exemple MSW, Mocking Service Worker. Euh, à savoir est-ce qu'ils sont applicables pour des tests d'intégration, pour des tests end-to-end, et les générer massivement aussi à la volée sur une specification Open API. Ça sera un sujet qui m'intéresse en ce moment et je pense que c'est quelque chose dont on parlera prochainement, si ça te va. C'est un programme de chef étoilé au guide Michelin que tu nous Oui, bien proposes sûr. là. 3 étoiles. MS, MSW qui a d'ailleurs sorti une nouvelle version Ouais, majeure de sa lib 2.0. récemment. Mm. Ouais, c'est sympa. Paul ne dort plus de la nuit. Paul ne fait que lire la doc, regarder les tests de la lib et C'est ça. écrire des articles sur le sujet. Ouais, je t'envoie des emails dès que je vois qu'il manque un test pour dire ah t'as vu, elle est pas. Non non mais très 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 bonne lib MSW. Enfin, en tout cas j'aime beaucoup. Pas Mm. d'avis personnellement en tout cas pour le moment sur la 2.0, mais c'est des choses qui vont pas tarder. Voilà voilà. Très bien. Je te passe En le plus de flambeau. générer à la volée des tests massivement, il va falloir que tu génères aussi des articles SEO Alors sur le je sujet pour devenir expert du domaine. je souhaite pas générer des tests massivement. Mais peut-être des mocks ou des données qui se basent sur des. D'ailleurs, c'est ce que tu avais vu Auto MSW, Automock MSW, je crois, je sais plus comment ça s'appelait. Mais bref, c'est un outil qui est sympathique et qui permet, tu lui files ta spec OpenAPI, et il vient de générer des handlers pour chacune de tes routes, mais aussi, surtout, une réponse préconstruite et auto-générée avec Faker.js qui permet de générer de la data aléatoire euh, pour chacune de tes responses qui pourraient être décrites dans ton OpenAPI specification, pardon. Donc que ce soit la Propre. 200, la 400, la 500, etc. Mm. Après, c'est des fichiers massifs. Je sais pas trop qu'est-ce que tu peux en tirer. Soit tu te dis, je me base tout le temps dessus, mais je le régénère constamment à la volée, donc faut jamais l'éditer. Soit tu te dis, ça va me servir de base pour commencer à créer mes modèles manuellement. Tu fais du copier-coller, j'en sais rien, il faut voir. Mais sur des D'accord. énormes volumes, je sais pas si c'est viable en tout cas de venir l'éditer, quoi. Mais le problème, c'est que si t'édites pas, par exemple, ne serait-ce que, je sais pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est si ta définition OpenAPI n'est pas assez rigoureuse, alors Oui. ton mock ne sera pas assez bon non plus. Voilà. Enfin bref, du coup, ça, je vais pas me lancer là-dessus, quoi. Bon, Mais voilà. effectivement, ça a l'air assez compliqué. Oui, Un peu le problème des outils qui génèrent des trucs automatiquement, bien sûr. si le format de base sur lequel Tu peux pas l'outil créer de la se donnée, base quoi. n'est pas suffisant, ouais. Mm, Derrière, ça génère un truc insuffisant aussi. c'est ça. Mais bon, Eh que ben, serait écoute, notre vie de Baptiste. développeur si on n'avait pas ces difficultés-là, hein? Ah bah, à quoi bon? C'est là tout le Bah oui, métier. à quoi bon être payé si cher si c'est pour ne pas résoudre de problèmes c'est, compliqués? c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Ah, ne fais pas le modeste. Ouf. Bon bah écoute, si tu m'y autorises, je vais maintenant parler de screencasting. Je t'autorise. Tu as dit que c'est un... Merci. Mais tu as dit que c'était un sujet qui me concernait. J'aimerais que tu prennes en considération ma requête. Ce sujet va aussi bientôt te concerner, car à l'issue de cette vidéo, j'espère que tu vas enregistrer ta première vidéo YouTube. Oui, il y a de très grandes chances, Je hein. compte sur toi Bien sûr. pour écouter ma parole Je vais, et la mettre en pratique pour commencer le screencasting à ton tour. je vais même Voilà. la prêcher tout autant que de fortement tester vos libs. Et je vais dès demain poster une Euh, vidéo sur Fortnite et lancer mon compte TikTok où je mettrai des shorts pour faire des lead codes le plus rapidement possible. Merci, Écoute, tu m'as ça me convaincu. paraît être une très bonne pratique. Très belle roadmap. J'arrête de dire des Oui, conneries, je te laisse enchaîner. bravo. Expert en marketing. Écoute, déjà, c'est quoi le screencasting? Alors, je vais pas donner la définition étymologique de ce que c'est, Ah, mais basiquement, le screencasting, c'est présenter son écran à des gens qui vont ensuite voir cette vidéo pour présenter un sujet sur lequel on est un peu expert. Moi, en étant développeur, ce que je veux présenter à mes followers sur YouTube, c'est des vidéos de code, des tutos de code ou des tutos un peu sur mon setup, comment je travaille, tout ça. Et le screencasting est un moyen pour présenter ça efficacement. J'ai essayé par le passé de faire des articles où je mettais des explications pour comment faire, je sais pas,
Je prends un exemple bidon, mais comment faire un Tetris, par exemple. Comment faire un Tetris, mais sous format écrit, je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer, un peu compliqué à articuler, un peu compliqué à aussi maintenir dans le temps, et c'est chiant à lire. Voilà, clairement, c'est excellent quand je lis la documentation, par exemple, d'une bible ou d'un projet, et qu'elle est bien écrite, qu'elle est maintenue à jour, mais le problème, c'est que pour que ce soit d'une aussi grande qualité, l'effort est colossal pour y arriver. Et de mon côté, c'est quelque chose que je trouve un peu compliqué, quoi. Donc le format vidéo que j'avais essayé il y a de ça presque 2 ans maintenant, je faisais des vidéos de présentation sur Xstate. C'était à l'époque où Xstate TypeGen venait de sortir, un outil pour automatique, comme mock MSW Auto, qui génère automatiquement des types pour ces state machines. Des choses qui sont compliquées à savoir en TypeScript, par exemple, quels sont les états disponibles dans sa machine, quel événement vient à déclencher l'appel d'une fonction, tout ça, c'est des choses compliquées à savoir en TypeScript. Donc ils ont développé un outil qui génère des types. J'avais fait par exemple une vidéo, format très long, 1 heure et demie je crois, sur le sujet. Et je commençais tout juste et le setup c'était vraiment très très rude. Je me filmais avec mon Mac, caméra de mon Mac, et j'étais dans une pièce avec de la résonance. J'avais essayé de me filmer avec un micro de casque. Le son était pas terrible. Donc un peu compliqué mes débuts. Faut bien se lancer, hein. On commence Tu devrais tous pas quelque te part, oui, blâmer, c'est hein, ça. honnêtement. Ça me choque pas, hein. Non, Tout et comme maintenant, en réalité, hein, on est un peu. C'est du bricolage, c'est le hein. début. Bah, bien sûr. C'est c'est le début. Mais l'important, c'est de pas lâcher. Et quand on aime quelque chose, de le continuer. Bien sûr. Voilà, je suis aussi influenceur, euh, des trucs comme ça, quoi, sur le développement personnel. Mais tout ça pour dire que récemment, j'ai vu sur Twitter un gars qui s'appelle Aaron Francis. Excuse-moi, euh, sur X? non, moi je continue à dire Twitter, désolé, J'ai vu mais sur Mastodonte. sur Mastodon, Oui, Mastodonte. Mastodonte, d'accord, Mastodonte, nouvelle application lancée par Paul Ouais. Bah, qui recense, qui recense tous les éléphants d'Afrique et d'Asie. et Il faut pas d'Asie. les oublier, ils sont plus gros, ou je sais plus, c'est l'inverse. Certains ont des cornes, d'autres non. C'est important à noter, mais Des bon, ce défenses, n'est pas un podcast animalier, c'est des défenses, malheureusement, je crois. c'est vrai. Mais toi qui travailles effectivement dans ce domaine-là, c'est pour ça que tu as fait une La application. protection animalière, oui, tout à fait. Je Ouais, traque tu les travailles braconniers via leur activité sur TikTok. Non, bon, allez, allons-y. sur Mastodonte. Sur Mastodonte. Bon, sur Twitter, j'ai vu un gars qui s'appelle Aaron Francis sortir un Ah oui. cours sur le screencasting. Il a eu l'intelligence et la chance d'acheter le nom de domaine screencasting.com, allez le voir. Et après plusieurs semaines à me demander s'il fallait que je le prenne, j'ai décidé de donner une nouvelle chance à la création de vidéos sur YouTube. J'ai acheté son cours, que j'ai trouvé absolument génial, et j'ai essayé de faire tout comme lui, tout ce qu'il décrit dans son cours, parce que j'aime bien avoir un guide, quelqu'un qui m'explique comment faire les choses. Il m'a présenté un outil pour faire l'édition sur Mac aussi. Étant sur Mac, j'ai acheté son outil, qui est très bien, dédié un peu aux débutants comme moi. Et le plus compliqué, une fois qu'on sait un peu comment gérer un petit peu l'éclairage, la lumière, l'édition, comment préparer sa vidéo pour faire des cuts plus facilement, tout ça, eh ben, il reste plus qu'à se lancer, à trouver des sujets de vidéo. Et c'est effectivement ça le plus compliqué, à mon sens. Voilà. Très bien. Voilà un peu mon parcours sur le screencasting. J'essaye de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. J'en ai sorti une récemment. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie faire. Ça prend du temps, mais derrière, je fais pas 1 million de vues pour l'instant, parce que c'est pas forcément mon C'est objectif. pas, ouais, voilà, Mais j'aime préparer, carrément. j'aime enregistrer, j'aime éditer. Mais pour que ce soit simple, il faut euh, simplifier au maximum tout. Il faut faire des vidéos courtes. Avant, j'ai fait une vidéo, comme je le disais, d'1 heure et demie. Le truc, c'est Ça me- impossible à tourner, impossible à regarder Ouais, aussi, il ouais. faut le dire. Personne ne va regarder un truc d'1 heure et demie, Bah, tu peux un peu toujours amateur, quoi. parcourir une vidéo et trouver le contenu qui t'y intéresse.
C'est vrai. Si elle est Surtout s'il y a des chapitrée. chapitres, Hmm. ouais. Et tout est plus compliqué quand c'est long. Donc faire des vidéos courtes, faire des vidéos vraiment scoped sur un sujet. Et quand je prépare mes vidéos, très souvent, je me rends compte que la vidéo est trop longue. Récemment, j'ai passé 6 heures à préparer une vidéo. Je me suis essayé à un peu faire du scripting, mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était trop long Hmm. et que je voulais même pas essayer de l'enregistrer parce que C'était quoi le c'était sujet, trop compliqué. sans indiscrétion? Euh, c'est indiscret, mais je vais Hmm. quand même te le dire. Le sujet, c'était j'ai sorti un rapport sur Xstate, Ah, qui est le lead magnet de ma newsletter. Je fais beaucoup de self-promotion, ouais. mais Ouais, t'as bien raison. c'est de bon droit. Mais donc j'ai pour écrire mon rapport, qui est un PDF, j'ai utilisé des outils web, étant développeur web. J'ai utilisé un site créé avec Astro. Donc mon PDF est issu d'un site Astro avec du CSS. J'utilisais Tailwind CSS, Tailwind typographie pour avoir la jolie typographie des titres, des bullet lists, etc. Et j'utilisais ça parce que c'est les outils avec lesquels je suis le plus à l'aise. Et ça m'a permis d'avoir un résultat assez clean. Et donc, je voulais faire une vidéo sur ce sujet. Je dis pas que j'ai annulé complètement l'idée. Mhm. Je dis juste que dans la forme où je présentais tout un peu séquentiellement, tout le setup, c'était trop long. Ça allait être trop long à enregistrer, assez chiant à enregistrer surtout. Parce que quand tu parles de plein de sujets différents, faut se mettre dans l'ambiance. Ouais, Et quand tu montes des morceaux de code, après, il faut, si tu t'es raté, faut recommencer. Donc, je suis bien voilà. d'accord. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu consommes du contenu tech sur YouTube? Et si oui, quel genre de contenu tu consommes et est-ce que tu consommes de l'infodivertissement? Est-ce que tu consommes sous forme de veille technique? Comment tu Bah fixes ça? écoute, je fais partie du top 1 des plus grands fans de McFly et Carlito. Euh, Des grands développeurs web. Ils ont lancé effectivement une chaîne tech. Non, mais je regarde assez peu de vidéos sur YouTube. Ouais, Je dois avouer que je préfère le format écrit. Je préfère lire la doc quand il s'agit d'un outil ou quoi. Mais documenté aussi. Parce que- un outil documenté oui. avec des tests. Carrément. Est-ce que la doc elle est Oui. testée, tu crois? Ah bah, tu peux faire des tests into-win sur ta doc, oui. C'est vrai. Mais pour voir que t'as pas de lien cassé ou des choses comme ça. Bon, Ouais, bref. ouais. Mais effectivement, je consomme plus de contenu écrit, mais avec mon regain d'intérêt pour YouTube, je regarde par exemple les vidéos de Aaron Francis qui sont un bijou pour moi de Mhm, production tech mhm. sur YouTube. Parce que une chose qui m'importe assez, c'est de pas faire de clickbait. C'est aussi de pas venir discuter des sujets viraux sur Internet pour faire des vues, quoi. Ce dont je veux parler, c'est des choses que j'aime, qui Ouais. m'intéressent, que je travaille actuellement. Et Aaron Francis fait ça. C'est un grand fan de PHP et de Laravel. Et il fait des vidéos sur des sujets, sur des sujets C'est vrai voilà, par qu'un rapport à ça. un expert qui parle de ce qu'il aime, quoi qu'il en même peu importe le domaine, personnellement ça va m'intéresser. Mm. Mais d'autant plus applicable à des choses comme la tech, carrément, hein. Moi j'aime beaucoup Desux Silicium, je crois. Je sais jamais le prononcer. Sur YouTube, c'est un Silicium. C'est un gars qui fait de l'électronique principalement et il vient désosser constamment D'accord. des trucs. Un ami en commun, David, le regardait beaucoup pendant un moment. Et lui, il va être beaucoup sur de l'embarqué, etc. Après, bon, il fait en effet des vidéos parfois un peu, on va appeler clickbait, mais en réalité, c'est juste qu'il va prendre un objet qui de base est viral par exemple, je sais pas, un sextoy, peu importe l'objectif, et il va venir le disséquer entièrement, venir vérifier qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est vachement sympa. Mais c'est des Et formats après, il fait une de. démonstration où il l'utilise, je crois, non? Je crois que c'est seulement sur son OnlyFans, cependant. Mais du coup, voilà, on voit qu'il trouve d'autres manières de marketer et de rendre ça. Yes. Après, est-ce que c'est son métier à temps plein? Je Parce que, crois bien, je crois bien. voilà, moi, Il est très populaire, honnêtement. Je crois qu'il a dans les plusieurs ouais, centaines de milliers d'accord. d'abonnés. Moi, je Ouais, regarde pas mal. Je trouve ça un peu. ouais, ça dépend après de ce que tu veux comme étant créateur de contenu, si on peut utiliser ce mot que je trouve un peu vulgaire, parce que le contenu, c'est le moyen, quoi, mais c'est créer du contenu, c'est, à mon avis, pas une fin en soi. On crée des choses qui intéressent les gens, on crée des projets, tout ça.
un peu de mal avec le terme créateur de contenu parce qu'il est trop pragmatique à mon sens. Mais étant youtubeur, il faut choisir effectivement si on fait ça à temps plein, quel est son objectif. Lui doit chercher à se faire de la thune avec ça. C'est pas Je sais pas. forcément Mais je pense l'objectif. que. Oui, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais après, imaginons, c'est pas ton objectif à terme maintenant, mais si tu vois que tu prends plus de plaisir à partager ta passion pour la tech via des vidéos YouTube que pratiquer, enfin même si tu la pratiques indirectement, mais plutôt de la financer auprès d'un freelance, etc., bah tu vas te dire, bon, bah, en fait, voilà, je passe le pas et j'essaie de faire en sorte que ça devienne ma source de revenus. Je sais pas si Ouais. instinctivement, enfin initialement plutôt, je fais que dire instinctivement, aujourd'hui c'est terrible, mais ce youtubeur-là s'était lancé là-dedans en disant, vas-y, je vais devenir, enfin je vais devenir riche, non pas du tout, mais je vais en faire mon métier. Je pense que c'était vraiment juste, bah, tout comme ce que tu fais actuellement, hein, quelque chose qui le stimulait, qui le passionnait, qui l'amenait à Yes. produire en réalité. J'espère bien pour lui que son objectif c'était pas de devenir youtubeur et qu'il s'est lancé corps et âme là-dedans. Bon, après, sûrement des gens qui le font. Mais moi, je préfère, pour l'instant, je dis pas que ça changera pas, je sais pas quel sera mon futur, mais pour l'instant, je préfère un peu varier les plateformes sur lesquelles je publie. YouTube pour le format vidéo. J'ai aussi ma newsletter. Là, je vais, dans les jours qui viennent, écrire ma première issue de newsletter. J'aime varier les plateformes parce que une plateforme, si tu te reposes complètement sur elle, même pour tes revenus, si du jour au lendemain, bah, t'es ban de celle-ci, euh, Ouais, tu te retrouves un peu dans le caca, quoi. C'est ouais, il faut des sujets. diversifier ses assets, hein. Tu- Tu vois le clin d'œil. je vois que tu es passionné de Par bourse, la finance, ouais, asset manager classique. pour testing JavaScript. Mais oui, on le voit aussi sur les gens qui sont sur Twitter et Ouais. qui s'en servent comme le moyen principal de financement. Mhm. Et il y en a qui étaient très inquiets du tournant que Oui, que prenait le prenait Twitter Twitter. avec. Ah ouais. C'est comme, Après, en réalité, être youtubeur, être enfin Twitch ou peu importe le média, tu travailles plus ou moins pour ces gens-là, indirectement. C'est comme si toi, dans ta grande PM, enfin peu importe, ta grande entreprise, il y avait un énorme changement de direction et que tu avais un grand licenciement de masse ou peu importe. Dès qu'il y a des choses qui viennent muter dans l'ensemble de ton écosystème et de ton infrastructure, c'est jamais plaisant. mm, oui, enfin après, on peut aussi surréagir. Par exemple, Oui, à oui. titre très personnel, les changements sur Twitter, je les ai pas vraiment vus. Pour moi, il y a juste des gens qui sont partis, Après, certains qui sont même revenus. Mais t'es utilisateur aussi, je sais pas, ouais. oui, je suis un fervent utilisateur de Twitter et pour l'usage que j'en fais, j'ai pas vu de différence pour l'instant, quoi. Je vois, je Voilà. vois. Mais Et d'ailleurs, le terme juste streamcasting, c'est quelque chose d'assez répandu ou c'est vraiment Aaron qui l'a plus ou moins utilisé comme c'est un terme, référence? non, c'est un terme assez répandu, euh, surtout dans le domaine de la tech, parce D'accord. que il faut l'avouer, c'est surtout dans la tech que tu vas avoir un gars qui va se poser pour présenter son écran, où il montre son code, tout ça. C'est aussi valable dans d'autres domaines. C'est pour ça que Aaron Francis a choisi d'appeler ça screencasting et de lui donner un ton un peu généraliste. C'est pas D'accord. limité à juste les personnes de la tech. Ah Par exemple, Aaron Francis, je crois, a fait des études de comptabilité, si je ne m'abuse, et avant d'être développeur. Et pendant ses études, il a sorti un cours. Je crois que c'était après ses études. Il a sorti un cours dédié aux gens de l'école d'où il venait sur ces histoires de finance et de comptabilité. Et c'est du screencasting où il présentait son écran, il présentait très bien. le cours. D'accord. Et c'est comme ça un peu qu'il s'est lancé là-dedans. Donc c'est un terme généraliste employé par d'autres personnes, mais c'est principalement utilisé par la tech, quoi. Mais D'accord. voilà. J'ai pas encore vu d'agriculteur faire du screencasting. Bah peut-être chez Euh, Hectare, peut-être hein, que peut-être que bientôt. c'est possible. Ah, oui, tout est possible, hein. Tout est possible. Très bien. Eh ben Donc écoute, donc voilà, c'est le principe du screencasting. Le plus compliqué, comme je le disais, c'est de trouver les sujets. Euh, c'est pas de trouver les sujets, c'est de savoir ce dont on va parler, de le préparer. Ça prend du temps.
Dès que j'ai une idée ou quoi, je la note dans un Notion. Et une fois que je veux me faire une vidéo YouTube, je regarde ça, je choisis la meilleure idée, je la Ouais, retravaille et je prépare l'enregistrement. top. C'est un peu mon Ça, process. ça annonce que du bon. Que du bon. D'ailleurs, très bonne vidéo sur les VS Code Profiles. J'ai trouvé la durée vachement. C'est bien timeboxé, c'est top. Faut faire rapide, il faut Non, faire vite, mais il faut faire avec, c'est comme dit concis, la pub. c'est très bien. Très très bien. Je te remercie. Bon, écoute, je pense Si tu on a penses fait avoir un fait le tour pour tour, le. Oui, on a fait un tour sur le screencasting. Je pourrais parler de mon setup plus précisément, tout ça, de comment je release des vidéos sur YouTube. Seule chose peut-être que je peux mentionner, c'est que une chose assez compliquée pour moi, c'est de générer des sous-titres après pour poster sur YouTube parce que je préfère mettre des sous-titres corrects mhm, sur YouTube plutôt que des trucs auto-générés par YouTube. ouais, Mais j'ai essayé plusieurs outils, sauf que comme j'emploie des termes de jargon technique, ces outils-là n'arrivaient pas à les déterminer, à les trouver dans l'audio, donc ça générait quelque chose d'un peu incorrect. Donc je travaille en ce moment sur un outil qui fait ça. Je sais pas où ça va me mener. Peut-être que j'en ferai un SaaS que je rendrai public. Mais j'essaye de faire un outil qui génère des transcripts de qualité, qui génère après la description de sa vidéo et qui génère les sous-titres, enfin pardon, les chapitres YouTube. C'est les choses dont j'ai besoin et j'ai pas trouvé encore de choses qui existent déjà et qui me conviennent. Donc j'ai yes, décidé d'expérimenter avec ça, avec un petit peu d'IA aussi. carrément. Donc, voilà. Très preneur d'une présentation ultérieure en vrai. C'est de voir le workflow et de quel service tu consommes pour faire tout ça. Et ça vient jusqu'à publier ta vidéo automatiquement ou ça te génère juste Non, et la description? j'ai pas envie que ça le fasse non plus. D'accord. Euh, je veux publier la vidéo moi-même, avoir ce sentiment-là. Mhm. C'est juste que derrière, je, je, je veux avoir un fichier SRT ou VTT, je crois que c'est le deuxième format, avec les sous-titres que tu peux directement Ouais, upload sur YouTube. Voilà. d'accord. Donc me faciliter la vie avec étant dev, c'est plus simple que dans d'autres métiers où on peut directement construire ce qui nous manque. Donc voilà mon aventure là-dedans, quoi. Et bon, enfin, j'ai une question là-dessus, je sais pas si. Mais quand tu viens interpréter le transcript de ta vidéo, et imaginons que tu as un montage assez conséquent et assez fort, est-ce que j'imagine que tu utilises tu utilisais de l'IA, tu utilises ChatGPT ou un truc comme ça? Ou pas du tout? J'utilise Whisper, qui est un algo d'OpenAI qui fait le D'accord. speech to text. Et derrière, j'utilise GPT pour améliorer le transcript. Est-ce qu'il y a des incohérences parfois d'imaginons d'un cut assez costaud après, je sais pas si ça peut venir d'une lacune de montage, mais est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il parfois il va pas faire une mauvaise interprétation de deux Fusionner deux phrases? mots Ouais, de deux suite à un cuts, cut, ouais. ah bah, j'ai envie de dire que si tu as quelque chose d'aussi, enfin de pareil dans ta vidéo, c'est que même quelqu'un qui la regarde, il va pas comprendre quoi. Donc déjà, j'essaie de faire le moins de cuts Ouais, possible dans mes vidéos. Et derrière, c'est au montage de faire ouais, je quelque chose de vois. correct. Très bien. Mais par contre, ce sur quoi il faut insister, c'est que Whisper est excellent. Les D'accord, résultats sont juste géniaux. Ce qui lui manque, et c'est assez normal, on peut pas trop lui en vouloir, c'est ces termes de jargon qu'il reconnaît pas forcément. Et d'accord. je pense que Whisper a été entraîné sur des données un peu vieilles, 2021 max. Ouais, Donc derrière, les termes nouveaux, ça les connaît pas forcément. d'accord. Donc voilà. Ok, carrément. Et bah écoute, je te remercie pour cette overview du screencasting et cette petite discussion IA. Yes. Bah écoute, c'est des sujets qui m'importent. Ouais. Et avec un grand plaisir pour parler d'IA, je travaille en ce moment un peu dans le milieu des LLM, Large Language Model, avec Whisper, avec GPT, tout ça. Les nouveaux modèles de Mistral aussi, la startup française Hmm, qui fait des modèles d'IA dont tout le monde raffole. Donc j'ai pas encore travaillé avec, mais c'est des choses que je veux faire et décidément, j'aimerais bien en parler dans Parlons Dev. Voilà, trop bien. c'est Et tout pour bah moi. c'est top. Et ben on se fait ça une prochaine fois et très bonne soirée à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Yes. Merci Paul, merci à Allez, ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt. à très bientôt.